Bonjour à tous. Alors, je suis extrêmement heureux. Ça fait longtemps que je mijotais ça. C'était d'inviter Georges Gasto à présenter son livre qui s'appelle Lumière commune, hein. Voilà, je le montre à l'écran. C'est un traité de philosophie en 5 volumes, 5 épais volumes. Et Georges étant situé à Lens et moi à Paris, c'était très difficile de se rencontrer. Maintenant, avec des vidéos par ordinateur, nous arrivons à le faire. Ça ne remplace pas la nécessité de faire des conférences aussi qui ont pu avoir lieu déjà sur ce livre. Mais effectivement, un dialogue, soit une forme de cours dialogué, me semblait vraiment la bonne solution pour introduire à ce livre, à sa lecture. Normalement, on prévoit en fait plusieurs séances, enfin à peu près une vingtaine de séances, en fon- réparties en fait en fonction des grands chapitres de ce livre. Donc, par exemple, pour aujourd'hui, pour Lumière commune, on va traiter le grand chapitre qui s'appelle Origine et fondement de la philosophie pour concevoir l'unité du sensible et du rationnel. Il faut bien commencer justement par poser le problème, poser la question même de la philosophie. Je vais présenter Georges Gasto. Alors, Georges Gasto était professeur de philosophie. Il a enseigné donc au lycée à Lens et puis en classe préparatoire aux classes scientifiques. C'est un philosophe marxiste. On peut voir il- euh, comment il définit d'ailleurs le thème de philosophie marxiste. Alors, nous intitulons cette séance qui, comme je l'ai dit, constitueront une série marxisme et philosophie. En plus de ses activités philosophiques, Georges Gasto est secrétaire national du pôle de renaissance communiste en France. Il faut préciser néanmoins que là, c'est à titre bien sûr personnel et individuel qu'il s'exprime. La vision du marxisme qu'il exprime lui est bien sûr propre, même si évidemment dans n'importe quelle organisation communiste, les gens ont toujours un dénominateur commun qui est quand même une certaine base de marxisme. Et il y a bien sûr des choses qui relèvent du débat. Alors, en relisant donc chaque séance va se dérouler de la manière suivante. Je relirai, disons, chaque chapitre avant de poser des questions à Georges. Et effectivement, en relisant donc ce chapitre premier là, du premier tome de Lumière commune, ça nous ramène effectivement parce que Georges était professeur de philosophie, donc à son enseignement de philosophie. Et effectivement, il s'agit d'abord de présenter la matière. Ça a l'air simple, mais finalement, ça nous ramène à quelque chose de très concret qui sont les menaces qui pèsent actuellement sur l'enseignement de la philosophie en France. Georges rappelait donc dans l'introduction que son premier cours de philosophie qu'il a donné se situe en 1974, en pleine révolution des œillets, en pleine pré-victoire des Vietnamiens. C'était dans un contexte extrêmement motivant, progressiste. Et aujourd'hui, nous avons des attaques contre le rationalisme lui-même, contre la philosophie elle-même, avec la réforme Blanquer. Donc l'idée même en fait, de présenter la philosophie en soi a disparu des programmes, d'après ce que j'ai compris. On pourrait peut-être commencer par ça. Et des chapitres essentiels du programme de philosophie comme travail ou inconscient, suivez mon regard, on pense évidemment à Marx et on pense évidemment à Freud, ont disparu du programme de philosophie actuel. Je ne sais pas comment maintenant, alors qu'il y avait déjà un programme religion, pourquoi pas d'ailleurs, si on peut enseigner le fait religieux, on peut d'ailleurs aussi enseigner le fait irreligieux, mais pourquoi pas, ça fait partie de la réflexion philosophique. Mais maintenant, il y a un programme, d'après ce que j'ai compris, ce que disait Georges, il y a un programme Dieu, et alors qu'il y avait un programme liberté et un programme responsabilité, bon, ce qui est redondant. Mais en tout cas, tout ça a remplacé travail et inconscient. Et donc, même la notion même de présentation de ce qu'est la matière a disparu des programmes. Donc voilà, peut-être un peu, on peut commencer un peu sur ce paradoxe de cette philosophie que tu as enseignée. Euh, et en même temps, bon, ce traité qui fait 2500 pages hein, de grand format, qui est un traité de philosophie à la lumière du marxisme. C'est-à-dire que d'une certaine manière, tu assumes la problématique philosophique dans tout son ensemble, et simplement en,
en t'inspirant avec cette lumière qui est le marxisme, le matérialisme dialectique, hein, historique. Voilà. Bonjour à toi, Georges. Voilà, je te laisse sur ces légères problématiques, mais je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Bien entendu. Alors, concernant d'abord les programmes, bon, ils sont très fluctuants dans la dernière période. Une liste vient d'être fournie par l'inspection générale. Bon, elle est relativement ouverte pour finir, donc ça prouve que le rationalisme n'est pas mort dans le secteur de la philosophie, malgré les attaques que subit cette discipline de la part de Jean-Michel Blanquer. Concernant maintenant le rapport entre marxisme et philosophie, je pense qu'effectivement, si vous voulez, c'est un rapport très ouvert, que la philosophie a besoin du marxisme, la philosophie moderne a besoin du marxisme pour être elle-même, et en sens inverse, le marxisme a besoin de la philosophie. Ce que je veux dire, c'est que nous avons besoin, nous, marxistes, de nous situer dans le cadre large, dans l'histoire large, longue, hein, sur le long terme de la philosophie, et de faire apparaître effectivement le marxisme, et spécialement ce que nous appelons le matérialisme dialectique, dans le droit fil de l'histoire de la philosophie. Les deux choses étant intriquées, si vous voulez. Donc, mon livre essaye de montrer que le marxisme n'est pas un ovni, qu'il est bel et bien un courant majeur de l'histoire de la philosophie. Et j'essaie d'ailleurs de montrer dans ce livre que le matérialisme dialectique n'est pas simplement un courant lié à l'histoire du marxisme lui-même, mais qu'il est enraciné dans le temps long de la philosophie. En particulier que les présocratiques, les philosophes qui, les premiers, ont traité de l'être, de la connaissance et de toutes sortes de choses qui ont fait le pain quotidien de la philosophie, étaient de façon spontanée, un peu comme M. Jourdain quand il faisait de la prose sans savoir, des dialecticiens matérialistes. C'est surtout le cas du plus grand d'entre eux qui s'appelait Héraclite d'Éphèse, qui est le père de la tradition matérialiste dialectique, ou comme je dis en résumé, diamatérialiste. Voilà, donc mon propos est de montrer que le matérialisme dialectique apporte des réponses aux grands questionnements de la philosophie, à ce qu'on appelle les apories, apories en grec qui veut dire embarras de la philosophie, c'est-à-dire les grandes questions qui, semble-t-il, n'ont jamais de réponse, si bien que la philosophie ne cesse de rebondir. Eh bien, le matérialisme dialectique apporte des éléments, en tout cas de réponse, des pistes de réponse pour traiter ces questions. Voilà. D'autant plus que, bon, quand on lit effectivement ce que dit Marx sur certains le caractère, ce qu'apporte le dialisme allemand, ou au contraire les phrases de Lénine sur Hegel, en disant que l'idéalisme intelligent est plus près du matérialisme que le matérialisme bête, bon, il y a effectivement, pour penser ce matérialisme, il faut aussi penser avec les meilleurs des idéalistes et savoir les réfuter. Oui, oui, parce que l'opposition entre idéalisme et matérialisme ne doit pas conduire à un schématisme. C'est-à-dire que, bien sûr, ces deux grands courants existent, ils se combattent et ils forment quelque part un peu la trame des antagonismes philosophiques au fil des siècles. Donc, ils rebondissent d'un siècle à l'autre et il n'est pas question de perdre de vue ce fil rouge, en quelque sorte, de l'affrontement entre idéalisme et matérialisme. Mais il ne faut pas non plus oublier que, d'une manière ou d'une autre, tous les grands philosophes ont été peu ou prou rationalistes, autrement dit, ont tenté d'expliquer le monde rationnellement. Et à partir du moment où ils ont tenté de l'expliquer rationnellement, d'une manière ou d'une autre, ils ont eu affaire avec le matérialisme. Et quelquefois, voilà, bon, la dialectique, on y reviendra, est quelque chose de très subtil. Quelquefois, il se trouve que le matérialisme a été développé dans le cadre de systèmes idéalistes. Il y avait des époques où le matérialisme était totalement proscrit, interdit, parce qu'il avait maille à partir, enfin, il avait plutôt, il était lié à l'athéisme, et donc il était interdit. Et donc, les courants matérialistes se sont développés pour autant, parce qu'on ne peut pas les réprimer totalement, dans le cadre de systèmes idéalistes. Il faut donc que le matérialisme, à travers l'histoire de la philosophie, non pas fasse preuve d'une espèce d'éclectisme mou, hein, qui consisterait à récupérer son bien un petit peu partout, non, mais à retrouver tout simplement ce qui lui appartient sous une forme tout à fait paradoxale, parfois donc très idéaliste en apparence. Je reprends une formule de Lénine qui dit à propos de Hegel
que c'est dans le chapitre sur l'idée absolue, c'est-à-dire le chapitre le plus idéaliste de la grande logique de Hegel, qu'il y a le plus de matérialisme. Donc Lénine lui-même n'était pas dupe. Et quand il dit donc le matérialisme intelligent est plus proche de l'idéalisme intelligent que du matérialisme bête, il ne fait pas une concession à l'idéalisme. Au contraire, il va sur le terrain de l'adversaire récupérer le bien du matérialisme. Ah, Et il y a de même, pardon, juste une contrepartie, puisqu'évidemment, si vous voulez, c'est comme dans les équations mathématiques, ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Eh bien, il y a aussi quelquefois donc de l'idéalisme dans les conceptions matérialistes, c'est-à-dire les philosophies matérialistes. Ce n'est pas parce qu'elles ont l'étiquette matérialiste qu'elles sont prémunies miraculeusement, vaccinées contre l'idéalisme. On trouvera de l'idéalisme aussi chez de grands auteurs matérialistes comme Épicure, Lucrèce ou Diderot, par exemple. tout à fait. On pense aussi donc, l'hommage de Marx à Kant, quelque part, quand il parle du caractère actif de la connaissance qui est développé par l'idéalisme allemand. Ça, il en parle dans les textes sur Feuerbach. Et les grands avantages de cet idéalisme sur le matérialisme de l'époque et le matérialisme dit vulgaire, en fait, qui est le matérialisme mécaniste du. Oui, oui, oui. Oui, Engels et Marx disent tous les deux, dès leurs premières œuvres, qu'il y a beaucoup plus d'intérêt pour eux à étudier Kant ou Leibniz, encore plus anciennement, que ce qu'ils appellent toute la sottise matérialiste de leur époque. Donc, mais cela ne veut pas dire que le matérialisme soit sot, bien entendu, en lui-même. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que Marx et Engels n'étaient pas un peu injustes aussi quand ils critiquaient durement comme ça le matérialisme de leur époque. Mais ça veut dire effectivement que, voilà, ils exigeaient davantage de leur propre camp que du camp d'en face. Et qu'ils voulaient qu'effectivement le matérialisme de leur temps se lie au mouvement scientifique, se lie aux recherches logiques de la philosophie, et donc devienne quelque chose qui soit digne du 19e siècle, et plus encore pour notre époque, évidemment, si on veut prolonger leur œuvre. Et c'est vrai que le fait de parler même de matérialisme dialectique, en russe, on disait diamat, enfin, c'est un acronyme qui permet de résumer. Et effectivement, on a toujours dobé cette expression, hein, comme l'expression d'une philosophie d'État. Et toi, en même temps, tu reprends haut et fort, tu brandis haut fort le terme de matérialisme dialectique, puisque justement, comme tu dis, ça vient de beaucoup plus loin, effectivement, que Marx. Marx n'est qu'une étape, même si elle est immensément importante, ça va après. D'une certaine manière, dans ton traité, tu réhabilites aussi certains philosophes soviétiques. Tu t'appuies notamment sur les études de Bernard Jeux, sur la philosophie soviétique, sur des grands philosophes comme Kedrov, notamment dans la classification des sciences. Tu montres qu'il y a même un philosophe géorgien qui s'appelle Tsereteli. Donc, tu montres qu'il y a effectivement une philosophie en Union soviétique. Il y avait aussi une philosophie qui continuait sur ces bases-là, sur des bases aussi ontologiques. Et d'une certaine manière, tu mets un peu comment dire, tu mets des pieds dans le plat par rapport à l'enseignement du marxisme aussi en France, et qui, on croit toujours, même y compris à droite, j'entends toujours les gens parler d'une époque où le marxisme régnait en maître à l'université. Si on fait le bilan, après, disons, tout un siècle, ça tu en parles aussi beaucoup en t'appuyant sur les travaux du jeune Lucien Sèvres, hein, sur le spiritualisme académique au XIXe siècle. C'était l'idéalisme qui régnait en maître, c'est-à-dire que même toute forme de matérialisme était bannie, et même y compris même je crois que le dernier Galien de l'université qui s'appelait Vachereau a été carrément expulsé en fait de l'université. Ils avaient créé une philosophie bourgeoise en fait sur mesure. Donc après cette longue période dont il n'est pas sorti grand-chose, parce qu'on ne les lit plus du tout, hein, les Royer-Collard, peut-être à la rigueur Victor Cousin, mais de toute cette période en fait, qui a pu rentrer à l'université, c'est ce qu'on a appelé le marxisme occidental, et ce qui est un marxisme qui, d'une certaine manière, ne nie qu'il y ait une dialectique de la nature, et pour qui la dialectique ne concerne en fait que le domaine de l'anthropologie, non pas le domaine de la cosmogonie, de l'ontologie, des sciences. Donc c'est aussi une de tes grandes, j'allais dire, de tes grandes particularités. C'est dommage d'ailleurs que ce soit une telle particularité, d'une certaine manière, que tu sois si seul sur ce terrain-là, mais c'est que tu récupères aussi la philosophie marxiste au plan ontologique. Et en reprenant notamment, en t'appuyant beaucoup sur Engels, sur la dialectique de la nature, un livre inachevé de Engels, mais qui existe bel et bien, et travaux que Marx ne désavouait absolument pas.
Donc, d'une certaine manière, tu récupères le marxisme comme philosophie et pas simplement comme science humaine. Euh, Oui, oui, ben, je ne fais pas preuve ici d'une grande originalité, ce qui est effectivement assez triste, c'est que je sois original sur un terrain pareil, alors que c'est le cœur même du marxisme, et que tous les marxistes, je pense, d'une manière ou d'une autre, devraient reprendre cet héritage ontologique du marxisme. Cet héritage ontologique, non seulement d'Engels, mais de Marx et de Lénine hein, lui-même, parce que Engels, effectivement, a peut-être porté davantage son effort sur ce terrain, mais c'est aussi parce qu'il y avait une division du travail entre lui et Marx, et que donc Marx s'était davantage spécialisé dans les études anthropologiques et surtout économiques. Mais bon, d'une manière globale, le marxisme, disons, est composé de différentes parties, et notamment de différentes dimensions. Plus exactement, le mot dimension serait plus juste, puisque ces différentes parties ne sont pas séparables les unes des autres, et qu'on retrouve de l'ontologique dans les études portant sur la théorie de la connaissance ou sur la philosophie de la praxis, de même que l'ontologie marxiste n'est pas séparable d'une philosophie de la praxis aussi. Tout ça, c'est intriqué en quelque sorte. Je dirais que d'une manière ou d'une autre, cette question doit être traitée avec un certain tact historique. Ce que je veux dire, c'est que, premièrement, concernant la France, hein, eh bien, effectivement, le marxisme a longtemps été quasiment proscrit dans l'enseignement, et notamment dans l'enseignement universitaire. C'est surtout grâce aux efforts du Parti communiste français, il faut bien le dire, et notamment au Parti communiste de l'entre-deux-guerres, avec Georges Politzer, par exemple, hein, que le marxisme a fini, notamment sur la base de la force qui était celle du Parti communiste français en 1945, par entrer à l'université. Et il y a été porté, en quelque sorte, non pas par l'université elle-même, mais par l'influence des communistes dans la classe ouvrière. C'est le fait que la classe ouvrière soit majoritairement devenue communiste à l'issue notamment du Front populaire, puis de la résistance, hein, qui a permis cette entrée du marxisme à l'université. Alors ensuite, évidemment, le marxisme a subi, je dirais au fond, un processus que les physiciens appelleraient de réfraction, que les opticiens, les ophtalmos, si vous voulez, appelleraient une réfraction, puisque forcément l'université, c'était un milieu très particulier. Et dans ce milieu, eh bien, la pénétration du marxisme a subi une certaine déviation d'angle. C'est le bâton brisé, si vous voulez. Vous trempez un bâton dans l'eau, vous ne le voyez pas droit, vous le voyez tordu, parce que le milieu aquatique, évidemment, fait dévier les rayons lumineux. Et effectivement, ce marxisme a pris une forme plus acceptable pour l'université. Et notamment, eh bien, il a fallu, en quelque sorte, que l'université le dépossède au moins de deux éléments dans une forme de marxisme ou de marxologie quelque peu atténuée, si vous voulez, ou castratrice, disons-le carrément. On a amputé le marxisme de toute sa part ontologique, et donc Engels a été traité comme une sorte de crétin philosophique. C'est triste à dire parce qu'Engels était un homme extrêmement intelligent, évidemment, qui parlait 12 langues et qui maîtrisait largement les sciences de son époque, tout au moins les grandes lignes des sciences de son époque. Et par ailleurs, effectivement, on a aussi castré le marxisme de sa dimension politique et la plus aiguë, la plus tranchante, c'est-à-dire la théorie de l'État, c'est-à-dire la dictature du prolétariat. Et donc, on a eu des marxistes, comment dirais-je, j'emploierai un mot un peu dur qu'employait mon ami Henri Alleg, hélas décédé, un marxisme décaféiné, si l'on peut dire. Bon, mais ce marxisme avait quand même son importance, parce que ma foi, effectivement, eh bien, il faut aussi savoir composer avec le terrain, si l'on peut dire. Donc, je ne dis pas que tout ce qui s'est fait au nom du marxisme de ce côté-là soit nul et non avenu. Il y a du marxisme, même dans ce marxisme universitaire décaféiné. Et du moment qu'on a affaire à des gens intelligents, il y a toujours quelque chose à gratter. Passez-moi l'expression, si vous voulez. Donc ça, c'est le premier élément que je voulais développer. Le deuxième, c'est par rapport à l'Union soviétique. Alors bon, moi, je fais un peu la différence entre deux adjectifs, diamatérialiste et diamatique, si l'on peut dire. Bon, il y a eu un certain diamat, effectivement, surtout dans les années 50, qui était extrêmement dogmatique, qui était effectivement lié très fortement
à l'État et à la manière dont l'État voulait effectivement à l'époque se servir de la philosophie. Et donc, si vous voulez, d'une façon générale, ce matérialisme dialectique était biaisé parce qu'au fond, il était dogmatique, précisément. Le dogmatisme étant précisément le fait qu'il soit structurellement lié à l'État. Ça ne veut pas dire que le marxisme soit indifférent à l'État, bien évidemment, ça serait un comble. Hein. Mais ça veut dire que, évidemment, le débat au sein même du marxisme doit être régi par les principes de toute discussion philosophique et non pas par des a priori d'État avec, voilà, il est interdit de penser ceci et il est conseillé de penser cela. Si on entre là-dedans, on sort de la philosophie et donc on sort aussi du marxisme. Et c'est malheureusement quelquefois ce qui est arrivé à l'Union soviétique avec quelques, comment dirais-je, quelques interdits, quelques vétos, quelques oukases retentissants à l'encontre, par exemple, de la psychanalyse ou de la mécanique quantique ou de tels autres aspects. Mais résumer la philosophie soviétique à cela est aussi grave, est aussi faux symétriquement que résumer le marxisme occidental au marxisme décaféiné dont je parlais tout à l'heure. Il y a aussi dans le marxisme occidental du marxisme révolutionnaire, il faut le chercher et le trouver. Ça serait quand même un comble qu'on arrive à trouver du matérialisme dans l'idéalisme et qu'on n'arrive pas à trouver du matérialisme dans le marxisme futile universitaire, entre guillemets, et inversement, dans la philosophie soviétique, il y a aussi des pépites extrêmement nombreuses et très intéressantes dans la philosophie est-allemande, que je connais un tout petit peu plus parce que bon, je pratique davantage, ou tout au moins je pratiquais davantage l'allemand que le russe. Mais bon, véritablement, Bernard Jeux a fait la démonstration qu'il y avait une philosophie soviétique et une grande philosophie soviétique. Et il a utilisé pour cela un procédé qui est tout à fait subtil. Il s'est dit, voilà, posons un problème philosophique donné. Par exemple, celui du rapport entre la matière et la pensée. Ou par exemple, celui du rapport entre la théorie et l'expérience dans le domaine de l'épistémologie. Et voyons quel a été le débat philosophique en Union soviétique à ce sujet. Si ce débat était véritablement philosophique, il devait nécessairement, de par la logique même des positions, passer par telle et telle position, et passer par telle et telle position successivement, puisqu'évidemment, les problèmes ont leur ordre de traitement, comme en maths, au fond. Et il a montré qu'effectivement, sur chacun de ces problèmes, on trouvait bel et bien des controverses philosophiques tout à fait ordonnées et qui étaient tout à fait de nature philosophique. Au fond, c'est un petit peu, si vous voulez, je dirais, il nous faut faire, nous, marxistes, le même effort, y compris à l'égard de cette philosophie quelque peu scolastique dans la forme, parce que c'est vrai que les modes d'expression des philosophes soviétiques sont parfois, nous paraissent lourds à nous qui avons une tradition beaucoup plus littéraire, je dirais même prime sautière en philosophie française, si vous voulez. C'est l'influence des philosophes Des du Lumières, oui. XVIIIe siècle. Voilà. Et bien donc, ça paraît lourd, quelquefois un peu indigeste, les traités de philosophie soviétique ou est-allemand, mais bon, ce sont des traditions différentes. Et Kant ou Hegel ne sont pas nécessairement aussi légers que Diderot ou Rousseau, si vous voulez. Ce sont des manières de procéder différentes. Mais globalement, on retrouve un petit peu dans cette philosophie de grands moments philosophiques, exactement comme par exemple quand on étudie la scolastique du Moyen Âge, dont je suis évidemment fort loin du point de vue du contenu, idéologiquement parlant, et où l'on retrouve des choses absolument admirables dans les recherches logiques, par exemple, de Guillaume de Cam ou d'Abélard, de Pierre Abélard. Saint-Anselme de Cantorbéry aussi. Voilà, l'ensemble de Cantorbéry, oui, par exemple. Donc, Gilson a fait ce travail, si vous voulez. Bon, c'était de façon très réactionnaire parce qu'il voulait montrer que, au fond, tout avait déjà été dit dans la scolastique du Moyen Âge et que Descartes, donc, n'apporte pas grand-chose, ou que, enfin bref. Mais n'empêche que, du coup, il a repris la philosophie du Moyen Âge, il y a un grand traité de philosophie médiévale, et il s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait aussi là-dedans, et d'ailleurs Leibniz le dit, hein, Leibniz a une phrase en parlant de la scolastique qui était très méprisée après Descartes, il dit que de l'or se cache dans le fumier scolastique, si vous voulez. Alors, bon, il n'y a pas de fumier soviétique, hein, c'est pas ça, c'est toujours très intéressant. Mais en tout cas, si vous voulez, il faut faire cette trajectoire. Et il ne faut pas avoir, au fond,
ce point de vue grossier et je dirais presque raciste, pour finir, qui consiste à croire qu'il n'y a de marxisme intelligent qu'en Occident et que, bon, voilà, dès qu'il est question de philosophie soviétique, de philosophie est-allemande, de philosophie chinoise ou de philosophie vietnamienne, on a tout de suite un petit sourire en coin, hein, ça ne saurait être très intéressant. Eh bien, si, c'est très intéressant, simplement, bon, il faut ici passer par-dessus le prisme, par-dessus la censure tout simplement, qui vient du fait que cette philosophie, au fond, n'a jamais été traduite, ou très peu, très peu. Oui, ben on parlait de Tsereteli, on le connaît par Bernard Jeu, mais il n'a pas été traduit, il était en... Non, voilà, bien sûr, alors qu'il a été, bon, il a fait son traité en géorgien. Au passage, je le signale pour ceux qui croient que l'Union soviétique, on était contraint de russiser tous ses propos, pas du tout. Et ensuite, il a été traduit en russe. Son traité d'abord paru en géorgien. Et alors c'est vrai que, en plus, quand on parle du marxisme occidental, tu as raison aussi de rappeler qu'il y a de véritables avancées, mais aussi les deux plus grands représentants finalement du marxisme occidental qu'on pourrait citer, je penserais à Lukács ou à Gramsci. Lukács, avec Histoire et conscience de classe, a créé même quasiment toute une école. Il inspire d'une certaine manière l'école de Francfort. Et Gramsci a une manière particulière, même j'allais dire, de penser l'hégémonie, la prise du pouvoir, parce que justement il la pense en Occident par rapport à l'Orient. C'est lui qui fait cette distinction, ne serait-ce que par rapport à la différence de société. Et en même temps, bah, tous les deux étaient des, on pourrait dire d'un point de vue strictement, étaient pro-cominterniens. En tout cas, ils étaient pour le marxisme qui a été le marxisme-léninisme. Et pour Lukács et pour Gramsci. En tout cas, Lukács lui a toujours refusé de passer de l'autre côté du rideau de fer. Et oui, Ce qui complique encore plus il y avait des marxistes occidentaux qui étaient fâcheusement orientaux. Voilà, c'est exactement. Donc c'est vrai Voilà. que ça complique encore les choses. Mais alors c'est vrai que quand tu parles donc, de cette entrée du marxisme à l'université après la victoire de l'Armée rouge, hein, qui est massif, c'est vrai qu'on peut d'ailleurs le dater souvent des prodromes à ce qui a été la revue La Pensée, hein, fondée par Politzer, Langevin et les autres. Et puis il y avait ce livre qui s'appelait À la lumière du marxisme, qui avait été un peu on est dans les années 30, là, on est le cercle de la Russie 9. Finalement, c'est assez tardif. Hein. Et je ne parle même pas de la connaissance de Hegel en France, hein, qui date à peu près de ces années-là avec le séminaire de Kojève. La France était très en retard. Et ce qui a été terrible dans cette arrivée du marxisme dans notre pays, si tardif, c'est que, bon, bah, effectivement, il y a eu l'époque des deux sciences, hein, autour de l'affaire Lysenko, sciences bourgeoises, sciences prolétariennes. C'est justement, il ne faut pas réduire la philosophie soviétique à ça, mais c'est les aspects les plus caricaturaux. Ce qu'il faut aussi dire, et ça, tu montres bien bon, quand on fait l'histoire des sciences, ben, il faut séparer le bon grain de livret. Il y a des choses qui continuent, des choses assez paradoxales finalement. D'ailleurs, on peut rendre hommage à au camarade Guillaume Suin, qui a fait le travail autour de Lysenko. C'est que bon, la fameuse hérédité des caractères acquis prouve avec l'épigénétique un renouveau, mais à l'intérieur de la génétique. Enfin, en tout cas, l'interaction entre génome et milieu prend un nouveau tournant. Bien sûr, évidemment, balayer d'un Oui, revers oui, de main sciences bourgeoises et sciences prolétariennes qui pas du tout bien sûr, bien pas sûr. scientifiques. Donc, mais justement, même tout ça est à revoir. Mais c'est à partir de ce traumatisme qui a été effectivement des grosses bêtises qui ont été dites par la dogmatisation du marxisme à cette époque, que beaucoup de marxistes se sont détournés même de tout discours épistémologique, en fait. C'est ça, oui, le discours épistémologique et ontologique. Alors, bon, évidemment, si vous voulez, il ne faut pas, enfin, en gros, c'est un peu comme en politique, il ne faut pas jeter l'enfant avec l'eau sale du bain, comme on dit. En politique, ça signifie que même si à tel ou tel moment en Union soviétique, il y a des choses qui peuvent être fortement contestées, il ne faut pas pour autant rejeter la première expérience socialiste de l'histoire de l'humanité. Il faut la penser, la critiquer aussi, bien entendu, mais aussi la défendre contre le négationnisme historique violent anti-soviétique qui domine à notre époque. De la même manière, eh bien, dans le domaine philosophique, il ne faut pas jeter l'enfant avec l'eau sale, c'est la même chose. Et effectivement, donc, cette dogmatisation du marxisme qui fait apparaître une science bourgeoise et une science prolétarienne doit être critiquée, vertement critiquée. Mais il faut d'abord la situer historiquement, la comprendre dans un contexte donné. C'est la guerre froide, c'est le début de la guerre froide, c'est l'affrontement violent entre l'Union soviétique d'un côté et les États-Unis de l'autre,
avec l'initiative dans cet affrontement au camp occidental. C'est le camp occidental ici qui se ferme. Je rappelle que l'OTAN a été créée avant le traité de Varsovie, que le traité de Varsovie a disparu, l'OTAN est toujours là. Je rappelle que au départ, le projet, c'était une Allemagne unifiée, mais démilitarisée, voilà, qui aurait permis au fond de jouer le rôle d'un tampon pacifique au sein de l'Europe, et que ce sont les Occidentaux. Je le dis politiquement parce que c'est important. Et de même, par rapport à cette histoire donc, des deux sciences, sciences prolétariennes, sciences bourgeoises, il faut regarder ce qui se passait aux États-Unis au même moment, hein, où étaient persécutés les gens qui étaient dissidents. Pensez à Charlie Chaplin, pensez à la chasse aux sorcières, pensez aussi à l'interdiction tout bonnement d'enseigner la théorie de l'évolution dans les écoles, hein, qui était édictée à ce moment-là depuis pratiquement les années 1925, avant même donc la guerre froide. Donc, Ou le tout génétique aussi, hein, parce que tout était dans les gènes et les banques de sperme de prix Nobel et tout voilà, se jouait avant la naissance et exactement. c'est désespérant aussi comme type de Exactement, philosophie, hein. avec des côtés eugénistes, avec des côtés clairement eugénistes, hein, qui n'ont jamais été acceptés à l'Union soviétique. Mais ça ne signifie pas que, alors d'abord, qu'il n'y ait que du faux dans cette histoire de sciences prolétariennes et de sciences bourgeoises. Euh, il y a un durcissement absurde d'une réalité. C'est-à-dire que, évidemment, la science, c'est pas quelque chose qui existe indépendamment des rapports de force politiques et idéologiques. Et donc, dans la science elle-même, on va trouver des traces très fortes, idéologiquement parlant, de la commande sociale. La commande sociale aux sciences, elle passe par le marché, elle passe par les firmes de l'armement, elle passe aussi par l'interdiction pour les sciences d'aller trop loin dans tel ou tel domaine idéologique pour ne pas porter atteinte aux religions dont la grande bourgeoisie a grand besoin pour sa domination. Donc, il y a bel et bien un usage et même une déviation bourgeoise des sciences. Ça peut tout à fait exister. Alors que la vérité étant révolutionnaire, si l'on suit la phrase célèbre d'Antonio Gramsci, eh bien, le prolétariat, lui, a tout intérêt, c'est toute la différence, au développement maximal de la vérité. Et par conséquent, si vous voulez, eh bien, le prolétariat est structurellement, comment dire, favorable au développement de la science. Mais évidemment, ça n'en fait pas pour autant une science prolétarienne. La science, par définition, c'est ce qui se démontre, c'est le savoir démontrer. Et s'il est démontré, ça veut dire qu'il est objectif et universel, et donc qu'il n'appartient pas naturellement à telle ou telle nation ou à telle ou telle classe. Donc, effectivement, les expressions de science prolétarienne et de science bourgeoise étaient fautives, gravement fautives. Mais je veux simplement dire que lorsque jeune militant, j'ai voyagé à l'Union soviétique et que j'ai eu l'occasion en particulier d'être reçu au centre biologique de Sochi, qui étudiait les questions justement de génétique, de zoologie, de botanique et ainsi de suite. J'ai eu l'occasion de discuter donc avec de grands scientifiques qui étaient présents là-bas. Ça, c'était à la fin des années 70. Et la notion de science bourgeoise, de science prolétarienne avait déjà été, depuis belle lurette, Oui. critiquée, abandonnée en Union soviétique. Donc, quand on fait comme si toute l'Union soviétique était dominée par cet épisode, c'est une absurdité complète du point de vue historique. Et donc, il me rappelait sans cesse, ces grands savants, que bon, pour Engels, le problème principal n'est pas de savoir si l'assertion est prolétarienne ou bourgeoise, c'est de savoir si elle est conforme à la réalité. Et pour cela, il n'y a pas d'autre critère que celui de l'expérimentation, ou plus globalement dit, de la pratique. Donc le contraire même du dogmatisme. Le marxisme est une philosophie expérimentale ou expérimentaliste, pas du tout dogmatique. Puis c'est vrai que en y repensant, quand tu parles du fait que cette nécessité de l'objectivité d'une classe révolutionnaire qui est le prolétariat, il y avait la même chose pour la bourgeoisie du 18e. Il était une classe révolutionnaire et là s'appuyait sur les Lumières. Et c'est vrai que quand on lit La destruction de la raison de Lukács, il montre bien que c'est en 1848, au moment où en fait le prolétariat fait son entrée avec les journées de juin 48, là est matérialisé clairement en tant que force politique concrète et consciente d'elle-même.
C'est là où la bourgeoisie fuit dans le positivisme, qui est une manière de s'approprier la science. Et d'ailleurs, ça me permet un peu de rester pas trop loin de ton premier chapitre, puisqu'il s'agit quand même de faire disons, un survol, disons, de chapitre par chapitre. Tu parles, disons, des grandes oppositions entre philosophie, par exemple, le fidéisme, ça on pourra en parler, mais surtout, ce qui est peut-être le plus difficile à expliquer, la critique du scientisme. Oui. Et ça, c'est très présent dans ton chapitre 1. Ça serait peut-être intéressant que tu donnes une définition du scientifique, donc du scientisme, qui n'est pas l'esprit scientifique, puisque tu en as fait l'éloge, justement, et le titre, et expliquer quel est ce travers du scientisme, comment on peut le définir. Alors effectivement, donc dans ce chapitre, j'essaie de montrer la nécessité de la philosophie. Et pour montrer que la philosophie est nécessaire, eh bien, il faut montrer que le contraire de la philosophie est impossible. C'est-à-dire que est impossible logiquement, bien entendu, qu'on peut attaquer les philosophes et leur casser la figure dans la rue, ça c'est autre chose. Mais que des positions qui rejettent par principe la philosophie sont nécessairement contradictoires. Si elles sont contradictoires, par contre-coup, si vous voulez, la philosophie devient donc nécessaire. Alors, je tords le cou de cette façon-là à ce que j'appelle le démonisme vulgaire, c'est-à-dire à l'idée que dans la vie, il ne faut pas s'en faire et qu'il faut que moins on réfléchit, mieux on se porte. Si vous voulez, je montre que c'est contradictoire, je le montre pour le fidéisme, c'est-à-dire pour les conceptions très, très inquiétantes qui aujourd'hui, évidemment, prolifèrent, à savoir qu'on n'a pas besoin de la raison, on n'a pas besoin de la pensée, on a juste besoin de la révélation religieuse, parce que ça conduit tout droit au fanatisme. Je montre que cette position est elle-même contradictoire, puisque le fidéiste lui-même ne saura même pas, pour finir, en quoi il croit, et que les fidéistes sont voués à se déchirer entre eux, si vous voulez, ce que montre toute l'histoire. Et pour finir, effectivement, je passe à la position quand même la plus noble, parce que le démonisme vulgaire est stupide, le fidéisme est dangereux, hein, et le scientisme a une certaine noblesse. Le scientisme, c'est l'idée que, bon, voilà, notre époque, nous vivons une époque moderne, comme disait, je crois, Philippe Meyer, le progrès fait rage, et que donc on n'a pas besoin, à notre époque, de la philosophie, la science se suffit à elle-même. Voilà le scientisme, donc, qui effectivement est une position volontiers anti-philosophique. Et donc, cette position a proliféré, a évidemment fortement avancé au XIXe siècle, lorsqu'il y a eu cette explosion, littéralement, bon, du champ scientifique, lorsque notamment aussi sont apparues les unes après les autres les sciences humaines, où on s'est dit que la philosophie disparaissait comme la peau de chagrin, si vous voulez, que au début, la philosophie s'occupait de tout, puis elle a dû concéder un terrain aux mathématiques, puis à la physique, puis à la chimie, puis à la biologie, puis pour finir aux sciences humaines, l'histoire, l'économie, la psychologie, etc. Donc, il ne restait plus rien à la philosophie. Et la position donc scientiste était au fond quand même une position relativement progressiste, qui revenait à dire que bon, il fallait se tourner vers l'avenir, abandonner les vieilles spéculations et donc abandonner la philosophie à son passé. Mais cette façon de voir les choses présente de gros inconvénients et, à mon avis, il y a un bon et un mauvais usage du scientisme. Le bon usage, je vais le décrire ensuite, mais le mauvais usage consiste précisément à tout simplement abandonner la philosophie et même ce que j'appelle plus largement le philosophique, le champ philosophique, aux métaphysiques, aux idéalismes et donc à ce qui est le plus mort dans la philosophie. C'est toujours la même erreur, celle que je dénonçais tout à l'heure en disant qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau sale. Eh bien, c'est la même chose. Ici, les scientistes constatent que la plupart du temps, la philosophie a été dominée par la métaphysique et par l'idéalisme, donc il faut renoncer à la philosophie. Et non, il faut au contraire combattre dans le champ philosophique lui-même pour arracher la philosophie à la métaphysique et à l'idéalisme. Et si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Si on ne le fait pas, eh bien, il se trouve que le philosophique ne va pas disparaître parce qu'on a le champ philosophique, la dimension philosophique, qui est une dimension objective du savoir, ne va pas disparaître sous prétexte que certains vont faire une croix dessus. Bon, voilà, cela va continuer à prospérer et sous une forme non maîtrisée, non contrôlée, inconsciente, si bien que du philosophique se répandra dans la science et que les scientifiques feront de la philosophie sans même s'en rendre compte, mais pas forcément dans les meilleures conditions, puisqu'ils ne sauront pas maîtriser
ce qu'il y a de philosophique dans la dimension même centrale de leurs propos. Et au final, on aura une philosophie scientifique qui sera complètement éparpillée, éparse, et qui n'aura pas l'impact politique, l'impact idéologique qui serait bon qu'elle ait. Moi, je suis un défenseur des Lumières. Ce que je veux, c'est que les Lumières dominent à l'échelle nationale et même internationale, autrement dit, que les idées progressistes, que les idées rationalistes l'emportent sur les idées obscurantistes. C'est aussi simple que ça. Or, elles ne peuvent pas progresser et elles ne peuvent pas triompher, à plus forte raison, si les philosophes et les scientifiques se font la guerre. Si les philosophes matérialistes d'un côté et les scientifiques de l'autre s'ignorent les uns les autres. Sans aller très très loin, dans mon livre, je montre surtout, et plus dans les parties suivantes, notamment le livre 3, le tome 3, je montre surtout combien la science actuelle, y compris les sciences dures, mathématiques et peut-être surtout sciences du cosmos et de la matière, sciences cosmophysiques, comme je résume en un seul mot, sont porteuses de philosophie et sont même porteuses de dialectique matérialiste, mais un peu à la façon dont M. Jourdain justement faisait de la prose, c'est-à-dire sans le savoir. Le philosophe n'ayant plus à ce moment-là pour tâche d'inventer une philosophie séparée des sciences, mais de trouver, de dégager, de détecter les éléments philosophiques qui sont présents dans les sciences, de les connecter les uns aux autres et de révéler aux scientifiques eux-mêmes, avec leur aide et sous leur conduite et sous leur contrôle, hein, ce qui peut être la base d'un tableau scientifique de la réalité qui nous permette à nous, humains et citoyens, de nous orienter dans la pensée et donc dans l'action, et non pas simplement de retomber sans arrêt dans les pattes, soit des fidéismes, des grandes religions devenues complètement irrationnelles et coupées de toute rationalité, hein, comme on le voit aujourd'hui, ou à l'inverse, tout simplement de la dictature permanente du tout profit. Voilà, parce que sinon, c'est ça qui va dominer les sciences. Donc, en gros, il s'agit pour les... Au fond, le rapport entre la philosophie et les sciences me paraît être l'analogue du rapport entre l'avant-garde politique et le mouvement populaire, si l'on peut dire. L'avant-garde politique, pour Lénine, n'a jamais été une sorte, comment dirais-je, de chef d'orchestre tout-puissant qui dicte aux masses ce qu'elles doivent faire. Ça, c'est la conception beaucoup plus mal exprimée, en tout cas, de ce qu'on appelle le parti guide. Il n'y a pas une sorte de guide extérieur aux masses qui doit leur dire ce qu'elles font. De toute façon, les masses, elles ont toujours fait ce qu'elles voulaient. Il s'agit simplement que l'avant-garde politique, qui est la mieux armée parce qu'elle dispose d'outils intellectuelle, hein, théorique, scientifique, etc., et parce qu'elle est organisée, puisse trouver ce qu'il y a de plus progressiste dans les masses et aider les masses à généraliser, à synthétiser en quelque sorte ce qu'elles portent déjà en elles-mêmes. Je prends un exemple très simple, si vous voulez. Ce n'est pas le parti bolchevique qui a inventé les soviets ouvriers paysans. Il les a trouvés, si l'on peut dire. Ce sont les masses populaires elles-mêmes qui se sont organisées de cette façon-là. Mais ce sont les bolcheviks qui ont dit tout le pouvoir aux soviets et qui ont permis aux soviets d'être autre chose que des organes de protestation et de devenir de véritables organes de pouvoir. Autrement dit, qui ont permis aux masses de prendre le pouvoir et de ne pas simplement être constamment dominés, quitte à protester par-ci, par-là. Et bien pareil pour les sciences et la philosophie. En réalité, le philosophe actuel ne doit pas dominer les sciences, il ne doit pas être un philosophe guide, si l'on peut dire, mais il doit plutôt être quelqu'un qui est à l'affût, est aux aguets en quelque sorte, et qui regarde ce qui se dessine dans le champ scientifique de plus progressiste, ce qui permet dans ce champ progressiste décidé par les sciences, effectivement, d'aider à la construction générale des Lumières, ce que j'appelle, c'est pour ça que le livre s'appelle comme ça, les Lumières communes, en quelque sorte. Voilà, donc il ne s'agit pas ici d'un rapport de domination, plus exactement d'un rapport d'interaction dialectique entre le champ scientifique et le philosophique qu'il comporte, par l'intermédiaire aussi des philosophes professionnels dont c'est le métier de connaître, disons, la création au fil des siècles des catégories logiques et philosophiques qui sont indispensables pour penser les sciences.
C'est vrai qu'il y a Husserl parlait d'une sorte de philosophie spontanée des savants qui est matérialiste, c'est-à-dire que leurs recherches même sont matérialistes, mais souvent ils n'ont pas conscience du rôle du matérialisme dans l'histoire. Et le grave problème philosophique qui aborde une fois qu'on met les sciences ensemble, c'est la classification des sciences, comment elles s'imbriquent. Et ce problème remonte à Engels et aussi à Auguste Comte, puisque toi-même tu as fait le début de tes recherches philosophiques, ça portait sur la classification des sciences. Et au-delà, il me semble qu'effectivement, cet analogue là dont tu parles, en fait, entre le parti, le prolétariat et les sciences et la philosophie, c'est un peu ce que d'un point de vue strictement cognitif, c'est ce que Hegel décrivait en distinguant une logique d'entendement et une logique de raison. Enfin, le Verstand et le Vernunft, Verstand, entendement, Vernunft, raison. La raison, à un côté, est capable de mettre en forme et dans cette pensée dans leur totalité, elle-même mouvante. Et l'ensemble des sciences, enfin, elle a ce but-là, ce but, j'allais dire, totalisant, mais se faisant elle-même. Et effectivement, ce qu'on pourrait définir, pour que les gens comprennent bien ce que le scientisme, c'est donc le refus justement de passer à ce stade philosophique, alors qu'il y a une sorte de philosophie implicite. Je pense que c'est savant. Il y a une philosophie implicite qui est le matérialisme, et en même temps, dans leur propre pratique, comme ils refusent de philosopher, ils prennent une philosophie déjà dépassée de type métaphysique ou idéaliste. Et souvent aussi, c'est peut-être le fait de plaquer est-ce qu'on peut définir ça comme ça, le fait de plaquer les cultures sur la nature. Le fait que l'homme serait un être exclusivement biologique, de nier cette dimension-là, ce qui est un peu ça aussi dans le scientisme. Oui, 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 bien sûr. Souvent, le scientisme aboutit à cette idée, effectivement, que les sciences sociales n'ont pas grand intérêt, pour finir, et que tout est dit déjà dans ce qu'on appelle les sciences dures. Et donc, en gros, l'humanité peut être résumée par un certain nombre de principes d'ordre biologique. La biologie elle-même étant, enfin, bon, souvent dans le scientisme, il y a un réductionnisme. La biologie elle-même pouvant être réduite à la chimie à la physique aux mathématiques, et ainsi de suite. Et on revient à ce moment-là à l'esprit, à ce qu'il y avait de, comment dirais-je, à ce qu'il y a de daté, de périmé dans les conceptions de Descartes, par exemple, hein, qui effectivement avait tendance à rabattre le biologique sur le physique et le physique sur le mécanique sur le géométrique. Bon, non, c'est plus compliqué que ça. C'est pour ça qu'il faut aussi une philosophie dialectique. Si vous voulez, en gros, dans le domaine scientifique, on voit aujourd'hui se dessiner un tableau de moins en moins incomplet, je ne dis pas de plus en plus complet, de moins en moins lacunaire en quelque sorte, du devenir, disons, du cosmos, du devenir, disons, des parties, des aspects, disons, physico-chimiques du cosmos, biologiques, et puis, bon, pour finir, humain, même si certainement l'être humain, enfin, bon, on peut le penser tout au moins, n'est pas le seul vivant et le seul même intelligent du cosmos. On trouve de plus en plus aujourd'hui d'exoplanètes. Ça serait bien le diable s'il n'y a pas quelques exoplanètes lointaines sur lesquelles... Exoplanète, ça veut dire en dehors de notre système solaire. Hein, en dehors du système solaire, voilà, exactement, où il pourrait quand j'étais exister. gamin, ça n'existait pas. Hein. Enfin, dans les années 80, Voilà, on c'est n'avait tout pas découvert. récent. Enfin, à l'échelle historique, c'est récent la découverte des exoplanètes. Hein. Mm. Mais bon, donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on a aujourd'hui plus que jamais les moyens de reconstituer une sorte de tableau scientifique général de l'évolution, pas simplement de l'évolution biologique, de l'évolution du cosmos. Hein. Je ricane lorsque j'entends dire, parce que c'est une sorte d'antienne post-moderne, anti-progressiste, que c'est fini, les grands récits sont morts, hein, que bon, ça vise le marxisme. Hein, ça vise en fait en réalité l'idée qu'on pourrait sortir du capitalisme et aller vers le communisme. Ça, c'est le grand récit qu'on veut surtout conjurer. Mais bon, donc du coup, le temps des grands récits est mort, qu'à notre époque, effectivement, on est dans le savoir éclaté, dans l'émiettement, etc., et qu'il faut s'y faire. C'est comme ça pour toujours. Mais c'est faux. C'est entièrement faux. Aujourd'hui, on sait qu'à une certaine époque, par exemple, dans le cosmos, eh bien, il n'y avait que des particules, il n'y avait pas de noyau d'atomes. On sait qu'à cette époque où il y avait des noyaux d'atomes, il n'y avait pas encore des atomes.
On sait que lorsque les atomes sont apparus, il n'y avait pas au départ encore de molécules, et ainsi de suite. Donc, on peut savoir qu'il y a un temps, en quelque sorte, je dirais, où la science du cosmos et celle des particules tentent à ne faire qu'un, euh, qu'il y a un temps où, effectivement, la science des particules se complète d'une physique nucléaire, physique des noyaux, puis d'une physique atomique, et ainsi de suite. On voit en gros comment ça s'enclenche. Ce que peut apporter la philosophie là-dedans, grâce notamment à l'étude des systèmes philosophiques passés, y compris idéalistes comme celui de Hegel, eh bien, c'est d'articuler ce tableau, de comprendre comment tout à la fois les différentes parties, les différentes strates, si l'on peut dire. On peut parler en termes géologiques, hein, comme en géologie, vous avez effectivement différentes strates, et plus vous descendez dans le terrain, plus vous allez vers une époque passée de la Terre. Bon, aujourd'hui d'ailleurs, on est capable de faire ça, puisque plus on regarde loin dans l'univers, et plus on regarde ancien. On voit un état ancien de l'univers, vu que la lumière met un certain temps, comme dirait Fernand Reynaud, pour nous parvenir, si vous voulez. Donc, à partir de là, eh bien, il y a différentes strates. Ces différentes strates elles-mêmes, elles sont qualitativement différentes. Il y a des fonctionnements qui n'existaient pas et qui apparaissent à un certain moment. Par exemple, lorsque le vivant apparaît, eh bien, il y a le métabolisme, il y a la sélection naturelle, etc. Il y a des choses comme ça qui sont propres au domaine biologique. Ça ne veut pas dire que pour autant le vivant soit quelque chose de complètement immatériel et qu'il soit tombé du ciel par une création divine. Non, il est bel et bien le résultat d'une évolution qui le précède, même si cette évolution n'a pas fait exprès d'amener le vivant. Hein. Je ne suis pas en train ici d'expliquer que tout ça est finalisé, téléologique, comme on dirait en termes savants, si l'on peut dire. Mais voilà, et la philosophie va nous permettre ici, à travers par exemple l'idée de saut qualitatif, de comprendre comment une strate donnée de l'univers ou du développement de l'univers peut créer les conditions d'une nouvelle strate qui est à la fois issue d'elle et nouvelle, les deux. Autrement dit, qui est, disons, d'une qualité nouvelle, hein, d'un état, un peu comme dans les transitions de phase, si vous voulez, pour donner une image, parce que ce que je dis là est peut-être compliqué à comprendre, mais bon, il suffit de reprendre l'idée des transitions de phase, par exemple dans le domaine des états de la matière. Bon, le passage du solide, la glace, par exemple, au liquide, l'eau au liquide et à la vapeur d'eau, par exemple. On a bel et bien ici des évolutions qui concernent le même support, le même substrat, l'eau, et qui, pour autant, ont des qualités différentes, évidemment, qui ne se comportent pas, ou un gaz ne se comporte pas comme un solide. Ce sont des qualités nouvelles par rapport à celles qui ont précédé. Bon, donc le philosophe, il a ce rôle un petit peu de, comment dire, d'articulateur, de coordinateur, si l'on peut dire, mais il ne fait que coordonner des choses qui existent par elles-mêmes. Ce n'est pas lui qui invente les phases intermédiaires. Les articulations, elles y sont, elles aussi, dans la nature. Il aide simplement à les retrouver et à les penser, quelque part. Et bon, à Parce partir que de là, philosophes et scientifiques peuvent, disons, marcher main dans la main. Juste un point, c'est simplement que dans les conceptions anciennes, disons, du savoir systématique, métaphysique, etc., que des grands philosophes comme Descartes, comme Leibniz ou comme Spinoza, par exemple au XVIIe siècle, effectivement, ont mis en avant, ont mis en place, effectivement, eh bien, ces grands systèmes avaient tendance, au fond, à tout figer. C'est-à-dire, donc, on donnait une vision du monde qui était complètement ficelée, si l'on peut dire. J'exagère, hein, parce que bon, c'est toujours plus fin que ça. Mais moi, je pense que c'est l'inverse aujourd'hui. Si vous voulez, une conception du monde qui serait scientifiquement construite avec l'aide des philosophes et des scientifiques permettrait surtout de faire apparaître ce qu'on ne sait pas encore, permettrait surtout de faire apparaître où sont les nœuds des différentes évolutions qu'il faut précisément éclairer plus à fond, et donc serait au contraire de portée heuristique. Il s'agirait surtout, à partir de là, non pas de dire on sait tout, mais de dire, sachant ce qu'on sait, voilà ce qu'on ne sait pas. Et par conséquent, d'avoir une véritable stratégie globale par rapport à la recherche du savoir. Or, c'est tout à fait important,
si tu permets, je termine par ce point, c'est tout à fait important, y compris d'un point de vue politique. Parce que si nous voulons, nous, marxistes, effectivement, aller vers une société socialiste en marche vers le communisme, vers une société sans classe, il faut penser la question de la planification, la socialisation des moyens de production et de la planification, puisque nous ne voulons pas rester éternellement dans une économie sauvage qui est celle du marché. Et donc, dans une économie planifiée, il faut bien que nous puissions avoir une certaine vue de ce que la science peut nous apporter, puisque c'est la science qui, sous le socialisme, joue sans doute le rôle moteur le plus important. Donc, si on se dit, voilà, on va tout planifier, mais pour le développement des sciences, il est complètement aveugle. Il va n'importe où, n'importe comment, et il n'a aucun sens prédéterminé. On va planifier quoi à partir de là? Il est évident qu'il faut aussi avoir une certaine vue concernant les développements au moins possibles du savoir. Non pas au sens qu'il faut interdire, bien sûr, telle ou telle recherche, mais bon, globalement, de toute façon, toute société a une petite idée de ce qu'elle attend de la science. Alors autant qu'elle soit claire, autant qu'elle soit clarifiée, autant qu'elle soit philosophique. Sinon, la science est bel et bien dirigée. Les scientistes peuvent toujours sauter sur leur chaise comme des cabris en criant la science, la science, la science, comme d'autres criaient l'Europe, l'Europe, l'Europe. Ils peuvent toujours faire ça, mais pour finir, ce qui déterminera l'orientation de la recherche, ce n'est pas la science, c'est le marché et c'est la course aux armements. Alors, tant qu'à faire, j'aimerais autant que ce soit les Lumières et la philosophie. Ou même la valeur d'échange, en fait, qui n'appelle pas sur la valeur d'usage. Donc, Voilà, ben, c'est le marché, quoi. Donc, il c'est faut propre savoir quelles seront les recherches qui auront des retombées rentables pour le capital. Et justement, dans ce quand tu parlais donc de ce domaine d'astrophysique, ça me fait penser à, c'est un exemple que tu donnes sur Auguste Comte dans le positivisme, qui niait la possibilité qu'on puisse faire une sorte d'astrochimie, c'est-à-dire de voir les propriétés chimiques du Soleil. Donc, ces positivistes-là faisaient de la science, disons, de manière très métaphysique, les unes à côté des autres, en fait. Voilà, c'est Justement, ça. la science elle-même tendait à fondre, en fait, toutes ces séances dans un seul, pour donner déjà un point de vue général, tend elle-même à refuser ces barrières. Et, et effectivement, alors ça, là, on parle de scientisme, positivisme, mais à la fois, tu dis, tu parlais de certains tendances scientistes, je sais pas, c'est Descartes, etc. Mais malheureusement, c'est un phénomène tout à fait moderne. Ça, peut-être, j'anticipe sur d'autres développements du tome 2, peut-être, voire du tome 3, mais tu parles aussi beaucoup du ferraille avec le néopositivisme logique, qui est un petit peu l'héritier de ça. Y compris Popper, d'ailleurs, dont tu fais une critique aussi serrée. Peut-être, est-ce qu'on pourrait peut-être donner un aperçu un peu en quoi on passe, disons, de ce scientisme général, parce que tout ça, quand même, possède un peu de la même matrice, en quoi, justement, il y a aussi une interdiction du savoir, quelque part. Et justement, en quoi on retrouve ce refus de la philosophie, dans cette philosophie qui au point de vue mondial, est la philosophie mondiale, hein, c'est-à-dire dominante, hein, mondialement, malheureusement. Oui, oui, oui. Ben, si je caractérise l'idéologie dominante actuelle, je dirais qu'elle procède d'une sorte de schizophrénie. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une exaltation de tout ce qui est moderne, et donc vive la science, vive la modernité, etc., vive bon, tout ce qui peut sembler être de l'ordre de la réussite, et donc c'est le pragmatisme aussi qui prédomine. Et puis justement parce qu'on enlève à la science, on castre la science en quelque sorte de toute sa dimension philosophique, eh bien, cette dimension philosophique s'épanouit à l'extérieur de la science et contre la science. Et donc, c'est le retour en grand, comme je le disais tout à l'heure, des grands récits religieux. Et donc, on a cette espèce de schise. Vous voyez, bon, d'une certaine façon, c'est cela qu'il s'agit de réduire. Et effectivement, déjà, ce mouvement, on le trouve dans l'œuf, en quelque sorte, à l'origine, dans le positivisme conscient. Comte est un grand philosophe, à mon avis, donc j'ai travaillé dessus, je ne veux pas le dénigrer, pas plus que je ne veux dénigrer Descartes, même si tout à l'heure j'ai parlé de l'un des aspects périmés de sa pensée. Mais bon, Comte a le mérite effectivement d'insister énormément sur une classification des sciences, et une classification des sciences tout à fait rationnelle en réalité, logique et ontologique, et même historique. C'est donc très intéressant d'un point de vue marxiste.
si vous voulez, il montre bien que les sciences se développent selon un ordre qui est à la fois historique et logique. Historique, puisque bon, ça va évidemment de l'antérieur vers le postérieur, mais aussi logique, puisque effectivement, donc, ce qui se développe d'abord, c'est les mathématiques, puis c'est l'astronomie, puis c'est la physique, puis c'est la chimie, et c'est logique, puisque effectivement, si vous voulez, on ne peut pas faire de biologie si on ne sait rien de la chimie, on ne peut pas faire de chimie si on ne sait rien de la physique, on ne peut pas faire de la physique si on ne sait rien de l'astrophysique, de l'astronomie, et pas d'astronomie non plus si on ne sait pas les mathématiques. Hein. Donc il y a bien un enclenchement logique et même ontologique, puisque ces objets sont liés l'un par l'autre par une logique interne, ces objets de la science. Ontologique, ça veut dire qu'il y a rapport avec l'être, avec la réalité. Oui, mais Comte est un philosophe bourgeois post-révolutionnaire hein, qui pense après la Révolution française et qui est pris quelque part dans cette espèce de réaction qui existe à ce moment-là, hein, puisque bon, les milieux bourgeois ont changé leur fusil d'épaule, si l'on peut dire. Avant la Révolution française, ils sont globalement progressistes et révolutionnaires. Après, la bourgeoisie est devenue la classe dominante. Et donc là, plus question de rire, hein, plus question de faire la révolution, plus question de développer l'esprit critique, parce que là, ça pourrait au contraire menacer son propre pouvoir et donc donner des armes au prolétariat. C'est au contraire le prolétariat qui récupère l'idée, tu l'as très bien dit tout à l'heure, Émeric, que la vérité est révolutionnaire. Mais alors, du coup, dans le tableau des sciences que propose Auguste Comte, qui est en ce sens aussi l'un des pères du scientisme, même s'il n'emploie pas ce terme, eh bien, les, comment dire, les points de jonction, les points nodaux entre les différentes sciences sont occultés. C'est justement là-dessus que Comte, effectivement, refuse d'avancer, quelque part. Par exemple, s'il ne pense pas une origine du chimique, il ne pense pas une origine du biologique. Il pense que ces recherches-là sont chimériques, qu'on ne saura jamais d'où la vie a pu procéder, quelque part. De la même manière qu'on ne saura jamais d'où comment dire, par exemple, la culture humaine a pu sortir. Alors que, évidemment, les sciences vont par la suite bousculer tous ces vétos, tous ces interdits, et vont montrer qu'effectivement, on peut avoir des recherches extrêmement intéressantes sur l'origine du vivant ou sur l'origine de la culture. Bon, c'est toute la science de la préhistoire, par exemple. C'était Kant qui disait qu'on ne pourrait pas trouver l'origine de la culture. Enfin, Voilà, Kant était déjà aussi. Ce sont des philosophes. Alors, il faut employer des grands mots, je suis désolé, mais c'est comme ça que ça marche. En philosophie, on a besoin de terminologie. Ce sont des philosophes agnostiques, c'est-à-dire qui nous disent que nous ne pouvons pas connaître le fond des choses. De mot grec, a qui est privatif, gnosis qui veut dire connaissance, agnostique, ça veut dire qui ne peut pas connaître. Nous ne pourrons jamais connaître, par exemple, si l'univers est fini ou s'il est infini, nous ne pourrons jamais connaître d'où est sorti l'être vivant, nous ne pourrons jamais connaître d'où est sorti l'être humain, etc., etc. Bon, eh bien, le matérialisme rigole quand il entend ça et dit, mais nous ne pouvons pas encore connaître, mais nous connaîtrons un jour, si nous faisons ce qu'il faut pour cela. Et donc ici, c'est une philosophie optimiste, c'est la philosophie des Lumières que porte le marxisme jusqu'à son terme, l'idée d'un progrès indéfini des connaissances. Il n'y a pas de barrière absolue, toute connaissance sera complétée et peut-être même dépassée, élargie, etc., etc. Et donc, effectivement, le grand concept que va apporter Hegel de ce côté-là et que je conseille, en fin de compte, d'appliquer à la classification des sciences pour la dynamiser, pour lui donner un contenu non plus simplement statique, une science, puis une autre, puis une autre, puis une autre, mais selon le principe du développement, hein, eh bien, c'est précisément le principe du saut qualitatif. C'est ce qui permet de comprendre comment on passe de l'ancien au nouveau sans réduire le nouveau à l'ancien. Le nouveau est nouveau. Hein, il est bel et bien nouveau. Le biologique n'est pas seulement, en tout cas, le chimique. Le chimique n'est pas seulement le physique, et ainsi de suite. Il y a bien sûr un lien de genèse, un lien génétique. Et donc, en ce moment-là, on est bel et bien matérialiste. C'est toujours la même matière univers-nature, si on peut dire, qui se développe, mais selon des strates différentes, de plus en plus complexes d'ailleurs. Il y a bel et bien un sens au passage, un sens objectif. Hein. Ce n'est pas ici une téléologie, ce n'est pas le projet divin, le dessein intelligent de je ne sais quel Dieu, effectivement, qui se déploie. C'est tout simplement que la matière
connaît les deux processus, les deux dimensions plutôt, les deux dimensions de développement contraires, si l'on peut dire. D'un côté, effectivement, l'entropie, c'est-à-dire la croissance du désordre, du chaos, etc. Bon, ça existe, c'est le second principe de la thermodynamique du physicien Carnot. Et puis l'autre principe, qui a plutôt été travaillé par un grand physicien chimiste, surtout qui s'appelle Prigogine, qui est celui d'une complexification croissante à travers ce que lui il appelle les structures dissipatives, enfin peu importe ici les concepts scientifiques. On voit bel et bien que par exemple un atome c'est plus complexe qu'un noyau, c'est plus complexe que des particules. Ça ne veut pas dire que les particules ne soient pas complexes, hein, mais ça veut dire qu'il y a des strates de complexité toujours nouvelles qui apparaissent. Et dans la société humaine, il y a aussi des strates nouvelles de complexité qui n'existent pas simplement, si vous voulez, dans les rapports entre un organisme et son milieu au sens biologique du mot. Il y a du nouveau qui apparaît avec l'être humain, notamment la capacité de l'être humain, par exemple, à produire, au sens profond du terme, à accumuler des objets artificiels et des techniques qui permettent de s'approprier ces objets, des langages, des choses comme ça, à accumuler. Si je regarde autour de nous, là, par exemple, on voit un tableau, un mur, on voit des vêtements, etc. Tout ça, évidemment, n'est pas dans notre ADN, en tout cas pas directement. Il n'y est que de façon très indirecte par le fait que l'homme est devenu capable de produire ses moyens d'existence et de les transmettre à ses descendants. La culture, l'héritage, l'éducation, etc., toutes ces choses-là. Donc, si vous voulez, à travers tous ces aspects, on a un véritable déploiement de complexité qu'il s'agit de repérer, de retrouver, de manière aussi tout simplement à faire en sorte qu'à notre époque, les hommes soient capables de se situer dans le moment présent, dans le moment actuel. Et se situer dans le moment actuel, c'est pas du tout, enfin, des gens se servent souvent de cette expression qui vient de Lénine, hein, le moment actuel, la conjoncture au sens étroit du mot. C'est pas ça le moment actuel. Le moment actuel condense toute une histoire et condense le moment actuel quand il est important, notamment quand il est révolutionnaire, condense des siècles d'histoire. Si c'est pour ça que les révolutions sont des moments où les choses se redistribuent aussi du même coup pour très longtemps. Hein. Il Voilà, faut donc, qu'on parle de toute la dialectique de l'universel et du particulier, y compris, c'est à ça que Lénine est en tête quand il parle de moments concrets. En fait. Voilà, oui. Oui, oui. Et donc, il y a au fond, je dirais, un bon et un mauvais scientisme, si vous voulez. Le mauvais scientisme, c'est celui qui oppose la philosophie à la science et qui finalement nuit à la philosophie puisqu'elle cesse du coup d'être scientifique ou d'avoir plus exactement, d'avoir une dimension scientifique. Dire philosophie scientifique, ce serait encore tout un débat. Et en sens inverse, qui empêche la science de donner tout son fruit philosophique et d'être entendue sur le terrain idéologique avec une espèce, comment dirais-je, de quant à soi, peut-être K-A-N-T, si l'on peut dire, philosophique, qui consisterait pour la science à se retirer, à pratiquer, je vais faire une image un peu brutale, une sorte de coitus interruptus sur le plan idéologique. Eh bien non, moi je suis pour les épousailles et pour la fécondité, pour le lien de fécondité entre la science et le domaine idéologique par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les Lumières. Lénine, lui, disait le matérialisme militant, dans lequel il voyait effectivement le moment philosophique où se joignent les efforts pour le progrès et l'émancipation générale de l'humanité et l'élan des sciences. Par exemple, quand Lénine soutenait les travaux de Pavlov en pleine révolution d'octobre, alors qu'il avait 100 000 soucis par jour avec le ravitaillement, la guerre civile et ainsi de suite, eh bien, Lénine prenait de son temps pour qu'on donne les moyens à Pavlov de développer ses travaux pionniers en matière de psychophysiologie, si on peut dire. Là aussi, Auguste Comte, par exemple, refusait l'idée d'une psychophysiologie et même refusait l'idée d'une psychologie tout court. Pour lui, il n'y avait qu'une seule science, au fond, humaine, c'était la sociologie. Donc, et du même coup, il résumait la psychologie à l'introspection. Alors évidemment, si la psychologie, ce n'est que l'introspection, ça ne va pas peut-être mener très loin du point de vue scientifique, encore qu'à notre époque,
les recherches neurocognitives, si vous voulez, permettent aussi d'explorer ce qu'on appelle la vie intérieure, quelque part. Et, alors, quel serait le lien entre ce positivisme-là et le néopositivisme logique? Je pense qu'il y a aussi une forme d'agnosticisme quelque part. Ah Enfin, oui, oui, oui. savoir pour laisser la place à la foi aussi. Est-ce qu'il y a un petit peu de ça aussi? Oui, ben, ce Comment qu'il y ça a de fonctionne? commun, entre l'ancien positivisme et le néo-positivisme, c'est l'agnosticisme. C'est l'idée qu'effectivement, nous ne pouvons pas connaître les causes, nous ne pouvons pas connaître le monde par ces causes, nous pouvons seulement le décrire. Et c'est ce que disait déjà Auguste Comte, donc, on ne pouvait pas connaître les causes des choses, simplement les consécutions. C'est-à-dire qu'après A apparaît B de façon régulière, ça s'appelle une loi scientifique, mais qu'il était chimérique, selon son expression, de vouloir connaître les causes profondes des choses. Or, le matérialisme ne cherche pas effectivement seulement à décrire, mais veut aussi expliquer. De toute façon, tant qu'on n'a pas véritablement expliqué, on ne sait pas si notre description elle-même est correcte, parce qu'on peut effectivement avoir 800 000 signes blancs, et puis un signe noir apparaît, et la loi qui dit que tous les signes sont blancs, enfin, c'est Popper qui se sert de cet exemple, qui est C'est d'ailleurs le problème de l'induction, en un fait. peu Oui, primitif. Voilà, c'est ça, l'induction va se casser le nez, donc le néopositivisme lui-même va se retrouver face à des problèmes qu'il ne pourra jamais résoudre. Alors, il les reporte sur le terrain de la logique, c'est-à-dire qu'il va développer de puissantes recherches logiques, et d'ailleurs, elles ne sont pas sans intérêt, bien entendu. Donc, je ne dis pas qu'il faut mépriser le néopositivisme, bien au contraire, mais disons qu'en gros, la logique va apparaître plutôt comme une sorte de lot de consolation, quoi, si vous voulez. Non pas un moyen de comprendre et d'expliquer le réel plus à fond, comme le serait par exemple la dialectique chez Hegel, mais comme un moyen de le décrire de la façon la plus rigoureuse possible, avec des consécutions les plus solides possibles. Effectivement, bon, ça c'est quand même fort intéressant, bien sûr, et donc de mathématiser en particulier cette logique, si l'on peut dire. Bon, d'accord, très bien. Il faut aussi récupérer son bien de ce côté-là. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut opposer la logique, disons, non dialectique, ou dite non dialectique à la logique dialectique. Ça ne serait pas dialectique, évidemment. S'il fallait choisir, d'ailleurs, même s'il fallait choisir, si on me posait la question dialectique ou métaphysique, je dirais que cette question est mal posée, évidemment, puisque la dialectique elle-même n'aurait pas pu prendre son essor sans une critique de la métaphysique par la métaphysique. Bon, c'est une négation de la négation, la dialectique. C'est pas une. C'est pas il y a même un développement dans le chapitre en question, tu parles du fédéisme qui lui-même se nie avec la théologie, qui est une oui, manière d'essayer de justifier rationnellement la foi. Donc, voilà, c'est ça. et qui porte en lui-même, disons, Ça, des gerbes de rationalisme, en fait. sa propre dissolution, d'où est venu d'ailleurs en vérité le matérialisme. Il est bel et bien venu des débats internes à la théologie chrétienne du 12e, 13e siècle, etc. Bon, à partir du moment où on s'est posé la question de savoir à quoi correspondaient les idées générales, ce qu'on appelait à l'époque les universaux, eh bien, vous aviez ceux qui étaient plutôt tournés vers les conceptions platoniciennes, donc les idées générales sont quelque part dans l'entendement divin, et elles existent comme telles. Puis vous aviez ceux qui disaient, mais pas du tout, les idées générales, elles prennent la forme du langage, des mots du langage. Et ces nominalistes, comme on les appelait, travaillaient au fond, sans trop le savoir, pour le matérialisme, puisqu'ils donnaient aux idées une source terrestre, quelque part. Donc, un peu de métaphysique éloigne de la métaphysique, mais beaucoup, non pas rapproche de la métaphysique, mais rapproche d'une conception dialectique de la métaphysique elle-même. D'ailleurs, Hegel lui-même a beaucoup réfléchi au processus dialectique, notamment de la négation de la négation, à partir, au tout départ, de sa réflexion théologique. Il était lui-même destiné, enfin, il a fait un séminaire, quoi. Donc, il a réfléchi à la question de la Trinité chrétienne, avec donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et donc quelque part aussi, il a pris appui là-dessus. Mais bon, beaucoup de gens me disent quelquefois, oui, ben, ça prouve bien que la dialectique est théologique, et que donc il faut rejeter la négation de la négation. C'est de l'enfantillage. C'est le contraire qui est vrai. Il faut remettre les choses sur leurs pieds.
c'est plutôt les conceptions théologiques, et notamment y compris la conception de la Trinité, qui renvoient de façon mystifiée, de façon mystique, en gros, à un processus tout à fait naturel et archi-fréquent, hein, qui est celui du développement des choses, de leur mort et de leur renaissance. Voilà, on est au printemps là. Hein, voilà, donc, Oui, après la Pâque, si les c'est gens ont carrément la l'idée de renaissance. fonder une religion sur une vierge parturiente, c'est cette Et, contradiction-là et voilà, mais est féconde en soi, oui. bien sûr. Bon, ben voilà, de toute façon, Et comme contradiction. c'est là c'est un exemple que donne sans cesse Engels, hein, par exemple, celui, bon, effectivement, euh, du développement du vivant qui donne naissance à de nouveaux vivants, lesquels étant plus nombreux, euh, au fond, ont plus de chances de varier quelque part et par conséquent aussi d'évoluer. On le voit aussi tristement en ce moment dans ces temps épidémiques sur d'autres plans. Voilà. Donc, le processus de la renaissance n'a rien à voir avec celui d'une résurrection. Il faut retrouver la renaissance, c'est-à-dire un processus dialectique et matérialiste, par-delà la résurrection, en dépouillant la renaissance de tous ces oripeaux, évidemment, mystico-vaporeux, si je puis dire. Et bah oui, oui c'est vrai qu'on pourrait parler de ça. Tu parlais aussi du platonisme de Galilée et de celui de la Renaissance. Enfin bon, je pense qu'on abordera toutes ces questions peut-être dans un prochain, document. Je vais dire, peut-être pour ceux qui veulent nous suivre, prochaine fois, je peux annoncer, disons, chapitre 2, donc par rapport au titre, il faut voir un petit peu comment on va découper ça, de la question fondamentale de la philosophie. Euh, oui, et puis là, on va peut-être parler petit tableau portatif d'orientation philosophique, questions fondamentales, tendances philosophiques, ontologie, gnoséologie, anthropologie sociale, eschatologie, éthique, philosophie politique, esthétique. Voilà, peut-être que on peut se mettre déjà d'accord sur le programme qu'on va aborder pour la prochaine séance. Hein. Voilà. Mais peut-être un mot de conclusion, Georges, par rapport à cette séance, plutôt centrée sur le scientisme, disons, et l'esprit Oui, scientifique. oui, bien. D'abord, je remercie Émeric et puis les éditions Delga de prendre en quelque sorte à bras le corps la défense de ces lumières communes. Oh, c'est un plaisir. Hein, Et, oui, c'est pas ouais, professionnel. Ça. c'est quand même courageux effectivement de la part des éditions Delga d'avoir pris la défense d'un livre qui qui est un peu difficile bien sûr et puis qui a aussi commercialement parlant peut-être une certaine lourdeur. Mais bon, il me semble que c'est nécessaire effectivement que les philosophes marxistes sortent de leur frilosité. C'est à ça qu'invite principalement ce livre Lumière commune. Bien entendu, il y a là-dedans des tas de choses qui devront être discutées, dépassées, etc., puisque bon, j'entreprends ici un travail qui est peut-être au-dessus de mes forces. Ce n'est pas un homme seul qui devrait faire ce type de choses. Hein. Si nous étions dans une période offensive de l'histoire, il y aurait un collectif qui aurait travaillé à tout ça. Mais bon, je ne crois pas qu'il faille se cacher derrière les collectifs et qu'il faille oublier la responsabilité personnelle. Et donc, je prends mes risques. Voilà, je prends mes risques. Il y a un certain nombre d'années maintenant que les philosophes marxistes ont fui le terrain de la philosophie générale, en quelque sorte, et donc celui de la conception du monde, et donc celui de la bataille, pour finir, pour l'hégémonie culturelle progressiste. Et donc, qu'ils ont fui aussi le terrain majeur, qui est quand même le leur, un terrain militant aussi, c'est-à-dire celui de disputer à la réaction, qui est aujourd'hui triomphante, il faut quand même bien le dire, le terrain des conceptions du monde. Or, la classe ouvrière ou le monde du travail, si vous parlez d'une façon plus large, ne pourront pas reprendre l'offensive sans une bataille culturelle. Et cette bataille culturelle, elle a nécessairement pour base un socle philosophique. Si ce socle philosophique lui-même a pour dogme qu'à notre époque, tout doit être éclaté, éparpillé, façon puzzle, comme on dirait dans les tampons flingueurs, eh bien, à partir de là, bien sûr, il ne peut pas y avoir de reconquête. La reconquête suppose un esprit offensif. Elle suppose qu'on soit capable de fédérer. Et pour fédérer les masses populaires, en quelque sorte, eh bien, il faut d'abord cimenter, si l'on peut dire, les différentes dimensions de la conception du monde progressiste. Voilà, donc si le socle lui-même n'est pas solide, s'il n'est pas cohérent, hein, eh bien, il ne peut pas cohérence contre cohérence s'affronter
à l'hégémonie culturelle réactionnaire qui est sortie victorieuse, notamment de la période contre-révolutionnaire, de la contre-révolution qui a détruit la première expérience socialiste de l'histoire. Voilà, donc c'est très ambitieux ce que je propose là. Mais ce n'est pas ambitieux au niveau de ma personne, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Je me passerais bien de faire ce genre de travail si on pouvait le faire à plusieurs, le plus nombreux possible. Ce que nous essayons de faire maintenant désormais à travers la revue Étincelle, eh bien, ça serait beaucoup mieux. Mais faute de grive, on mange des merles. Voilà. Et donc, ici, il ne s'agit pas de se dérober, quoi. Nous sommes dans une période dure, dans une période difficile, et bon, il faut bien, un petit peu comme mes amis et moi essayons de le faire sur le terrain politique, prendre le drapeau là où il est, et puis avancer avec le front tel qu'il est. Voilà. Merci pour nous parler de cette ambition philosophico-politique et je veux dire qu'effectivement c'est tout à fait exaltant et je me réjouis du prochain numéro, hein. Voilà, je coupe et je coupe l'enregistrement. À bientôt, hein. Merci à tous.